Amen, je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Ça veut dire que les affaires suivent François Fillon jusqu'à l'église? Amen. Je reçois en même temps d'innombrables soutiens, les vôtres, ceux de tous ces Français que je rencontre. Je me battrai jusqu'au bout. Je suis porte-parole de la campagne de François Fillon. Je suis pas là pour commenter l'évangile de Saint Matthieu, lu dans les églises de France. Après la messe hier, c'est aujourd'hui dans cette mosquée, l'une des plus anciennes de France, qu'il commence son dernier jour réunionnais. Ce que je voudrais que tous ensemble nous soyons capables de faire, c'est de faire monter des citoyens français de religion musulmane ce cri de colère et de protestation contre cela, contre les extrémistes, pas seulement contre les terroristes, contre les extrémistes, contre ceux qui déforment le message de l'islam. Des manifestants contre le candidat font soudain irruption. Prévenu, François Fillon ne se montre pas. Est-ce qu'il peut continuer à faire campagne? Mais écoutez, en tout cas pour l'instant... Vous vous posez la question pour l'instant, il continue. Ah oui, ça nous échappe pas non plus. Voilà, pour l'instant, il continue. Une manifestation qui l'a contraint à décaler son programme. Il est venu déposer une gerbe. Une fois les manifestants repartis. Sur le terrain, cela devient de plus en plus impraticable. François Fillon devait assurer 3 ou 4 déplacements par semaine. Ils se réduisent aujourd'hui comme peau de chagrin. Certains élus refuseraient même de faire campagne. Trop de critiques, trop difficile. Monsieur Macron a encore fait la couverture de Paris Match la semaine dernière. Est-ce que cela ne fait pas un petit peu beaucoup? On a l'impression que c'est un candidat qui joue beaucoup sur l'image avant de jouer sur les propositions. Monsieur Wittenberg, c'est pas Monsieur Macron qui est le rédacteur en chef de Paris Match. Quand Paris Match fait des couvertures avec Monsieur et Madame Macron, ils vendent beaucoup. Donc ils y prennent goût. Monsieur Macron manie l'ambiguïté avec suffisamment d'habileté pour que jusqu'ici il puisse en tirer plutôt profit. Mais comme disait le cardinal de Retz, en amour comme en politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Emmanuel Macron, c'est David Copperfield. C'est regardez ma main, et là de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il fait. Il y a des lumières, sauf que lui, il a besoin de s'allier avec personne. On lui reproche, vous savez, de ne pas avoir vraiment de programme. Figurez-vous qu'il le revendique. C'est une erreur de penser que le programme est le cœur d'une campagne, dit-il. La politique, c'est aussi un style. Macron, il y a beaucoup d'illusions. Macron, c'est la poursuite du hollandisme. Et Macron, ce que j'ai pu connaître au moment de la loi Macron d'un peu courageux, a largement disparu aujourd'hui. C'est mon nom qui sera sur le bulletin de vote. Et je ne veux pas que mon nom, celui de mon grand-père, de mon père et de mes enfants, soit associé à un naufrage historique de la gauche face à l'extrême droite. On ne gagnera jamais avec une combine. C'est fini. La politique des années 70, l'union est un combat. Aujourd'hui, c'est devenu l'union est une combine. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Territoire d'Info sur Public Sénat, Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale aujourd'hui, c'est Gilbert Collard. Bonjour Gilbert Collard, député du Gard, secrétaire national du Rassemblement Bleu Marine. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordel, rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. Gilbert Collard, François Hollande va rencontrer aujourd'hui des jeunes à Aubervilliers après les échauffourées de ces derniers temps, après s'être rendu au chevet de Théo, vous le savez, ce jeune d'Aulnay-sous-Bois. François Hollande, est-ce qu'il est dans son rôle de président de la République de faire ça? Il n'est plus dans son rôle de président de la République depuis qu'il a été élu président de la République. Donc il ne va pas s'inventer un rôle de président de la République. J'ai été, et je reste juriste là, je vais essayer d'être objectif, ce qui n'est pas facile quand on fait de la politique. Quand il s'est rendu au chevet de Théo, entre guillemets, il a accompli un acte inacceptable sur le plan de la démocratie judiciaire. C'est-à-dire qu'il a pris parti en l'instituant comme victime dans une affaire judiciaire en cours. Il a calmé les choses en même temps, du coup. La preuve, c'est qu'après, il y a eu les incidents. Non, mais il a tenté de calmer les choses. La preuve, c'est qu'après, il y a eu les incidents au cours desquels, sous prétexte de demander justice pour Théo, on a cassé, on est allé jusqu'à incendier un véhicule. Qu'aurait-tu le faire? Mais c'est bien avant. Il fallait interdire la manifestation. Mais d'abord, il fallait interdire la manifestation, interdiction dont il se serait absolument foutu, mais c'est depuis des années et des années qu'on a injecté de l'argent, qu'on a laissé le communautarisme s'installer. Quand vous pensez que, au cours des manifestations dites pour Théo, on a crié Allah Akbar. Quand même, quel rapport
Arrêtons de rêver, on n'est pas du tout dans la contestation d'ordre judiciaire. On est dans la réalité de banlieues qui sont devenues des réserves de guerre civile. Et ça, on ne veut pas le voir. Et quand le gouvernement appelle au calme, quand même, mais il manque plus ça qu'il appelle à la guerre. C'est quand même la raison. Mais franchement, attendez. La journée d'hier, quand ils reçoivent des associations... Excusez-moi, mais je sors mon parachute pour atterrir. Vous auriez voulu que le gouvernement appelât à la guerre ? Bien sûr que non. Bah alors, mais on est dans la tarte à la crème de la communication gouvernementale. C'est élémentaire qu'il appelle à la paix, à la tranquillité. Mais fallait-il encore qu'à l'époque où il y avait des affiches de la CGT insultant la police, il y ait une information d'ouverte? Fallait-il encore qu'on défende les policiers? Fallait-il encore que dans les cités on punisse? Mais vous comprenez, quand le Front National, fallait-il encore que le président de la République, quand il y a eu les attaques à Aulnay-sous-Bois, se rende au chevet des policiers? Gilbert Collard. Il l'a fait? Le président de la République ce matin, qui va voir les jeunes, il va leur parler emploi. Le Premier ministre qui était sur Sud Radio ce matin, Bernard Cazeneuve, dit la solution pour la banlieue, c'est l'emploi. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Non mais attendez, mais qu'ils se foutent de ma gueule. Comme ils se foutent de la gueule des gens des banlieues, l'emploi, il n'y a jamais eu autant de chômeurs, il n'y a jamais eu autant de pauvres, il n'y a jamais eu une telle désindustrialisation du pays. Mais ouvrez les yeux! Il faut arrêter de gober ce que ces menteurs nous disent. Alors, quand le Front National lance... Le système nous met en danger maintenant. Quand le Front National lance, ou Marine Le Pen lance une pétition pour soutenir la police, est-ce que, d'une certaine manière, c'est pas remettre un peu d'huile sur le feu? Ah, parce que quand on... Non, je sais pas, c'est une question. Quand les Françaises et les Français embrassaient les policiers après le Bataclan, on mettait de l'huile sur le feu. Non mais, la police, elle est républicaine. C'est notre police. Vous êtes bien content de les voir arriver quand on vous agresse. Vous êtes bien content de les voir entrer dans le Bataclan. Non mais si on met d'accord. Non mais attendez quand même. Là je suis désolé. Non mais d'accord. Il faut arrêter. Là on est dans autre chose. Mais quoi l'autre chose c'est quoi? Non mais vous reprochez au président de la République d'aller au chevet de Théo et en même temps vous appelez en signant une pétition pour soutenir la police. Là aussi, alors qu'il y a une information judiciaire en cours. Donc est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Mais attendez, mais dans un pays démocratique, est-il anormal de soutenir sa police républicaine? Non mais attendez messieurs, c'est anormal de soutenir la police? Vous êtes bien contents de les voir arriver quand il y a le Bataclan. C'est pas vous qui entrez les premiers à l'intérieur. Vous êtes bien contents de les voir arriver quand il y a une agression. Et d'abord l'affaire Théo. Qu'est-ce qu'on en sait? Si les faits sont avérés, je suis le premier à dire qu'il faut punir. Mais vous avez vu le rapport du médecin légiste? Vous comprenez quand même l'émotion. Mais l'émotion, elle ne justifie pas qu'on casse des abribus, qu'on incendie des voitures, qu'on brûle un véhicule de RTL, qu'on caillasse des policiers. Mais enfin, ça suffit, quoi. Jusqu'à quand allez-vous justifier des comportements qui sont de fait, de droit, injustifiables? On justifie rien du tout, Gilbert Collard. Dans le calme. On justifie rien du tout. C'est pas nous qui justifions quoi que ce soit. Voyez-vous. Ben, je suis heureux de vous l'entendre dire. Non, mais c'est pas le rôle des journalistes. Le rôle des journalistes, aujourd'hui, c'est de faire incendier leur véhicule. Mélenchon appelle... Comme c'était le cas du véhicule de RTL. Mélenchon appelle à purger la police de ses mauvais éléments après cette affaire Théo. Il a raison? Écoutez, il peut y avoir de mauvais éléments? Écoutez, d'abord, je trouve intéressant d'un point de vue sémantique qu'il utilise le mot de purge. C'est un petit relent stalinien qui échappera à beaucoup, sûrement. Moi, je pense qu'il ferait bien de se purger lui-même. Maintenant, Mélenchon, c'est la faucille et le clistère. Hein. Bon, a priori, pourquoi dire qu'on veut purger la police? Mais je ne sais pas, vous avez Juliette Méadel, par exemple, qui est secrétaire d'État aux victimes, vous voyez de qui je parle, qui s'exprime et qui dit l'affaire Théo, c'est un acte raciste de la part de la police. Mais de quel... C'est un outrage qu'elle fait. De quel droit elle insulte? Par présomption, les policiers sont les banlieues qu'il faut purger. C'est pas la police. C'est pas la police. Si un policier commet une infraction, il relève d'une enquête, il relève d'un juge, il relève d'un tribunal et il sera condamné. Arrêtez a priori de casser du flic parce qu'il est flic. Moi, ce qui me scandalise, c'est ce qui se passe dans les banlieues aujourd'hui. Maintenant, si l'enquête des juges nous dit qu'effectivement il s'est passé des choses inadmissibles, la condamnation tombera. Mais si Marine Le Pen arrive au pouvoir demain, elle fait quoi pour sortir la banlieue de ses difficultés? Ah, écoutez, d'abord, on fera un grand nettoyage fiscal dans les banlieues. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on s'intéressera aux revenus des uns et aux autres, ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps et qu'on n'a pas fait. Je vous rappelle que c'était une idée que Nicolas Sarkozy voulait mettre en pratique et qu'il n'a pas réalisée. Ensuite, on sera un très
équitable. Et on aura des procureurs auxquels on demandera de requérir avec fermeté des sanctions et d'interjeter appel si les tribunaux ne suivent pas. Vous ne vous... Enfin, pas vous, c'est pas le vous, hein, c'est un vous général, hein, c'est un vous universel. Hein. Vous ne vous rendez pas compte que les banlieues vont, un de ces 4 matins, provoquer une guerre civile et communautariste en France, par la faute de ces gouvernements qui, depuis des années et des années, ont tout laissé faire. Gilbert Collard, autre question sans transition. Marine Le Pen, hier, était à Nice. Elle a fait le lien direct entre immigration et terrorisme. Est-ce que ça, c'est pas aussi mettre un peu d'huile sur le feu? Quand on regarde tous les attentats terroristes en France ces dernières années, c'est des Français, c'est pas forcément des immigrés, des gens qui traversent la frontière. Ça ne veut plus rien dire. Ça, être français, c'est pas avoir un papier d'identité, c'est aimer la France. Voilà. Vous venez de l'avouer vous-même en disant que les terroristes étaient français. Mais en réalité, l'immigration, elle nous pose un problème dans la mesure où l'OTAN elle-même nous avait signalé qu'il y aurait parmi les migrants des terroristes et que l'État islamique lui-même l'avait annoncé et qu'on n'en a pas tenu compte et que de très nombreux pays considèrent maintenant que l'immigration peut être, d'une manière marginale, certes, une filière d'introduction dans nos pays de terroristes ou de propagandeurs du terrorisme. L'invité politique de Public Sénat de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale ce matin dans Territoire d'Info, c'est Gilbert Collard. On passe à François Fillon. Gilbert Collard qui assiste à la réunion des parlementaires à l'Assemblée nationale puis au Sénat. C'est les parlementaires de son camp aujourd'hui. Quel conseil d'avocat lui donneriez-vous? Bon, d'abord, est-ce que vous me permettez de faire le point sur l'affaire, hein? Il y a... Juridiquement. Oui, mais je vais vous répondre si on a le temps. Il y a les faits et l'exploitation des faits. Dans les faits, malheureusement pour M. Fillon, il n'a pas, du point de vue de sa femme, l'apparence. Maintenant, c'est à la justice de démontrer si la réalité du travail existe ou n'existe pas, puisque c'est légal, M. Bartolone, président de l'Assemblée, en est un exemple vivant, d'employer son épouse. L'avocat défend François Fillon, que vous êtes. Bon, moi d'abord, je n'aurais pas poussé le parquet dans ses derniers retranchements, parce que vu l'engagement de M. Fillon de ne pas être candidat s'il est mis en examen, il risque fort que le parquet saisisse un juge. Et que là, on est... Comment vous avez réagi en tant qu'avocat quand vous avez vu le changement de pied des avocats qui demandent le dessaisissement justement du parquet national financier? Bon, d'abord, ils ont raison de poser la question du parquet national financier. Création de Mme Taubira et de M. Hollande, le procureur nommé... Après l'affaire Cahuzac, on s'en souvient. Oui, ben voilà. Le procureur nommé par Mme Taubira, la conseillère justice du président de la République, une ancienne du parquet financier. Il y en a marre de cette justice où les genres sont mélangés. Moi, je suis partisan, voyez-vous, qu'aucun magistrat ne siège dans les ministères. Ils sont juges, ce qui est une fonction grandiose. Et ils doivent être l'exemple de l'indépendance la plus totale. Les avocats ont raison de se poser la question de l'indépendance. Vous pronostiquez quel scénario juridiquement? Écoutez, il y a le classement sans suite, la mise en examen s'il y a un juge d'instruction, le classement sans suite, il m'apparaît... ou la citation directe? Non, la citation directe, jamais le parquet n'y aura recours. Pas jamais. Pendant une campagne électorale. Non, et puis techniquement, c'est trop difficile, quoi. Il s'expose à des nullités, à des renvois, à des compléments d'information, demandés au tribunal. Donc comme ça, intuitivement, vous penchez vers quoi alors? Moi, je pense que le parquet va vouloir réagir aux accusations qui ont été portées contre lui, sur lesquelles les journalistes feraient bien de travailler, d'enquêter. Ça, notre presse moutonnière ne le fait pas. Bon, je pense qu'il va être renvoyé entre les mains d'un juge, qu'il sera peut-être mis en situation de témoin assisté s'il tombe sur un juge sympathique, sinon il va se prendre une mise en examen, qui est un droit. Ce qu'on oublie toujours, c'est que le fait d'être mis en examen, un droit mortifère, on est d'accord, mais c'est un droit, ça permet d'accéder au dossier, ça permet de faire des demandes d'actes, etc. Bon. Sauf qu'on est en pleine campagne électorale et que le 17 mars... mais s'ils ont envie, ils le feront. Le feront. Il y avait un peu une tradition quand même. Mais les juges, certains juges... Vous savez, donc c'était une mauvaise stratégie. C'était une mauvaise stratégie de François Fillon. Juridiquement. Politiquement, non. Parce qu'il fallait qu'il communique, il fallait qu'il se donne un peu d'espace. Juridiquement, oui, parce qu'il provoque le parquet à saisir un juge qui n'aura pas trop le choix, sinon que de le mettre en témoin assisté ou en examen. Témoin assisté, il peut continuer sa campagne? Il a dit qu'il arrêterait s'il était mis en examen. Témoin assisté, ce n'est pas une mise en examen.
Mais c'est un palier vers la mise en examen. Mais vous vous rendez compte à quel point on est aujourd'hui dans un système judiciaire qui peut finalement dérégler le déroulement d'un processus. Et ça, vous le regrettez? Ah oui. Oui. Il ne faut pas que la justice fasse son boulot? À quel moment je dis ça? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Mais non, mais j'allais vous dire... je vous écoute, je réagis. Question, bien sûr que oui, qu'il faut qu'elle fasse. Je suis le premier à vouloir que la justice fasse son boulot. Je pense même qu'elle devrait redevenir un pouvoir, la justice, et non plus une autorité. Mais pour vous, il serait dommage, au sens juridique et politique aussi, que François Fillon, au fond, ne puisse pas faire campagne sereinement. C'est un peu ce que vous sous-entendez quand même. Mais si on veut le mettre en examen, on a le temps. Il n'y a pas le feu à la vérité. Pourquoi vous êtes si indulgent envers François Fillon? Mais je ne suis pas indulgent. Vous, l'élu frontiste. Mais j'essaye de vous expliquer le respect de certains principes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, il est indéfendable, puisque sa femme n'a même pas l'apparence du travail, que la démonstration de la réalité appartient à la justice. Et je suis un vieux con qui croit que seuls les juges jugent, que la guillotine du journaliste, je la veux pas sur la place publique, que la guillotine des médias, je la veux pas sur la place publique, que des juges politiques, pas indépendants, je n'en veux pas, que ça soit pour un homme de droite, de gauche, d'extrême gauche, du centre, de la Lune ou d'ailleurs. Je veux des juges indépendants, pas politisés, pas syndicalisés. Ça n'a rien à voir avec l'appréciation des faits. J'accorde à tout le monde le droit d'avoir un juge qui n'est pas syndiqué, qui n'est pas politisé. Et aujourd'hui, on est en plein dans une justice politisée. Emmanuel Macron, autre sujet, est en Algérie. Voyage officiel, il propose la création d'une chaîne de télévision franco-algérienne sur le modèle d'Arte, entre la France et l'Allemagne, donc. Vous trouvez cette idée comment intéressante, loufoque? Mais ça ne m'étonne pas de M. Macron, qui a des relations très, très amicales avec les présidents de chaînes de télévision. C'est-à-dire M. Drahi, et un de proches de ce dernier, est avec lui. Oui. Patrick Drahi, propriétaire de BFM TV. Voilà, oui, vous faites bien de préciser, moi j'étais plus discret. Donc vous êtes pour ou contre une idée comme celle-là? Mais avec tous les problèmes de chômage, de déficit, d'endettement, de désordre que nous avons, il se préoccupe de... Et c'est vrai que son programme, c'est Télérama. C'est rien d'autre pour l'instant. Donc, qu'il fasse une chaîne de télé, ça m'étonne pas. Un coup dur pour Donald Trump. Michael Flynn, son conseiller à la sécurité nationale, démissionne à cause de liens importants avec la Russie. Est-ce que la Russie pourrait avoir un lien avec cette élection américaine et un lien avec ce qui va se passer en France? Vous savez qu'Emmanuel Macron, ses proches dénoncent les sites russes. Non mais attendez, mais c'est du cinéma, quoi. Bon, c'est du cinéma. Comment voulez-vous les attaques pendant la campagne américaine, c'était pas du cinéma. Mais elles n'ont pas été avérées. On va voir. En tout cas, là, dans un premier temps, le conseiller à la sécurité démissionne. Non mais vous avez tout dit, vous avez dit on va voir. Bon, quand vous aurez vu, vous revenez. Bon, pour l'instant, circuler, il n'y a rien à voir. Merci. Et c'est exactement la même chose pour nous. Merci Gilbert Collard d'avoir été sans aucune l'invité de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci.